un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramène dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonjour à tous, bienvenue aux Esprits Libres, bienvenue devant la Zone Libre, une association qui se veut de faire des hobbies un bien social. Nous utilisons notre Discord qui est volubile en information et nous faisons de notre temps libre une actualité pour vous. Nous faisons un condensé de l'actualité. Aujourd'hui, bonjour Noah, nous Bonsoir. avons Israël dans la politique américaine, le shutdown aux États-Unis et le budget américain, des nouvelles du côté d'Epstein, la COP30, des agitations en Pologne dans le lignage de notre réflexion sur les manifestations portées par la génération Z et une manipulation assez patente de la BBC. Comment vas-tu, Noah ? Bien et toi? Bien, bien, bien. Bon, aujourd'hui, je commence par un sujet extrêmement difficile. C'est un sujet qui demandera un petit peu de concentration parce que des pincettes sont plus que nécessaires. Je veux parler d'Israël et je pense qu'un changement assez massif dans la politique américaine voit le jour. Nous sommes effectivement dans une phase de recomposition. Nous passons d'un monde multipolaire à un monde unipolaire à un monde multipolaire, mais nous avons aussi une société qui a drastiquement changé par les réseaux sociaux, par les modes de faire famille et par la place du travail. Donc la société a fondamentalement changé. Il est certain qu'Internet, vous savez, la position de McLuhan, le canal fait le message. Internet a fondamentalement changé notre rapport à l'information, mais aussi en tant qu'électeur, donc notre façon de voir la politique. Et nous avons sur Twitter, et c'est toujours la difficulté avec Twitter, parce qu'on ne sait pas si ce qui passe sur Twitter a vraiment une consistance réelle, mais en tout cas les politiciens, les militants, les journalistes, tous les participants du pouvoir, entre guillemets, se font des guéguerres sur Twitter. Et une des guéguerres les plus brutales et les plus surprenantes, c'est celle au cœur des États-Unis sur la question d'Israël. Nous savons qu'à l'échelle de la planète, en tout cas en Occident plutôt, la question Israël-Palestine divise et est devenue une polarisation au sein des partis. On a par exemple Tommy Robinson qui se revendique d'Israël et admettant lui-même, n'étant pas particulièrement fervent, mais voulant s'opposer à la gauche, qui est pro-palestinienne. Donc on a une polarisation simplement sur cette base-là. On a en Belgique les partis de droite et en France aussi les partis de droite qui se disent pro-Israël simplement parce qu'ils ne sont pas de gauche. Donc on a une polarisation, ce qui est assez étrange pour un conflit assez lointain. C'est pas nouveau, mais on peut parler de tribalisme particratique en postmodernité pour utiliser une terminologie sociologique. Donc on a déjà un sujet qui traverse tout l'Occident et qui est très particulier, quoi. On a aussi des transformations sociales, c'est-à-dire que la famille a évolué, la société s'est beaucoup dissoute, l'individu prenant beaucoup plus de place. Donc toute cette réorganisation est, à mon avis, un des volets qui explique la place que prend aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. On a aussi un des effets paradoxaux de l'identity politics, la politique identitaire, qui au final, en fait, radicalise tout le monde, quoi. C'était d'ailleurs un des arguments d'un sociologue assez connu dont j'ai oublié le nom, qui était de dire, mais vous savez, vous faites de l'identity politics, mais vous risquez de réveiller un peu la brutalité qui a fait le XXe siècle, c'est-à-dire les partis nazis ou fascistes, qui ont réveillé des très très bas instincts. Peut-être Thomas Sowell, ce serait pas surprenant. Voilà, par exemple, un excellent auteur qui développe sur ces points-là. Donc, on a un monde en immense changement. Je rappelle, par exemple, qu'à l'élection de Bush, 25% de l'électorat républicain est évangéliste. L'évangéliste étant particulièrement pro-israélien, ça constituait une représentation assez forte de la place du conflit dans l'identité américaine, en tout cas. C'est-à-dire que la majorité des familles étant encore relativement religieuses, même si c'était déjà en grand déclin,
on comprend la force de l'idée. On notera aussi que l'évangélisme, même s'il a décliné aux États-Unis, reste assez fort à l'international. On a des super churches au Congo qui sont extrêmement massifs. On a un développement de l'évangélisme qui prend des marchés, pour le formuler comme ça, au christianisme en Afrique et en Amérique du Sud de façon extrêmement drastique. Ce qui explique en partie le positionnement du pape François qui essayait de regagner ces marchés-là. Donc on a une complexité, c'est-à-dire qu'un recul de l'évangélisme aux États-Unis, mais une relative croissance de l'évangélisme à l'international. Bon, pour revenir au sujet de façon assez précise, le 7 octobre a quand même fait beaucoup de bruit. En tout cas, la réaction d'Israël, considérée par beaucoup, en tout cas, ça a changé les perspectives de par le monde. La réaction trop excessive, trop de morts, on a dépassé, si mes souvenirs sont bons, les 100 000 morts en réaction au 7 octobre, ce qui a fait bouger les lignes. On a donc, comme je l'ai dit, un parti démocrate qui est tout à fait pro-palestinien. On a eu des mouvements assez importants dans les universités qui ont été un peu réprimés à tort, à mon avis, parce que c'est la meilleure façon de mettre de l'huile sur le feu, c'est la censure, qui a été réprimée par le pouvoir trumpien. Et on a une illustration de ce pro-palestinisme à travers le nouveau maire de New York, qui incarne justement principalement, qui a été, selon les analystes, principalement élu par son pro-palestinisme, et aussi pour d'autres raisons. Au sein du mouvement MAGA, donc on a une gauche qui s'oppose aux républicains en étant anti-israélienne. Les républicains, eux, au sein du mouvement MAGA, ont eux aussi une fraction, donc une séparation entre les interventionnistes, les America First, les néoconservateurs et les mouvements plutôt trumpiens de base, quoi, au sein des partis républicains et de la base de Trump. Bon, remontons un petit peu dans le temps. Je vais passer sur la démographie pour quand même essayer de comprendre le phénomène. La question israélienne est très sensible, mais il est bon aussi de voir les évolutions sur le temps très long. Nous avons donc l'évolution ethnique des États-Unis entre 1940 et aujourd'hui. Il est important de souligner qu'en 1945, les Américains sont 145 millions. Les Français sont une quarantaine de millions. Et nous avons plus d'un doublement de la population américaine, ce qui est assez impressionnant, hein, en moins d'un siècle, pour passer à plus de 300 millions, là où la population française augmente d'un peu plus de 30%, passe de 40 millions à 68 millions. On a donc une population qui est incroyablement nouvelle, qui a beaucoup évolué. C'est relativement sans précédent. Là où l'Europe de l'Est se vide de sa population, a perdu plus de 20% de sa population, quasi sur toute l'entièreté des pays de l'Est, on a des États-Unis qui ont presque triplé, en tout cas qui ont plus de doublé sur leur population. Et nous avons en 40 une population qui est à presque 90% blanche, avec toujours 10% de noirs, un chiffre qui évoluera assez peu à travers le temps, mais une évolution du nombre d'hispaniques et d'asiatiques. Donc on a une évolution assez importante, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on est passé donc de presque 90% de blancs à 60% de blancs, avec une population hispanique qui a grandement évolué, ce qui a tendance effectivement à changer l'électorat et donc les enjeux des différents partis, qu'ils soient républicains ou démocrates, et sur le plan religieux, ce qui est assez important parce que par exemple l'EPAC, composé à plus de 70% d'évangélistes, eh bien, le recul du protestantisme voit donc le recul du soutien à Israël, car il y a une dimension millénariste, une dimension prophétique, car une partie des évangélistes considèrent que une prophétie, donc, qui est par exemple une prophétie qui était importante pour George Bush, qui était que à la fin des temps, Israël se convertirait, gagnerait, s'installerait dans le Grand Israël et se convertirait au christianisme. Donc on a une part messianique, une part religieuse à l'engagement au soutien des États-Unis envers Israël, quoi. Mais, donc, comme je le disais précédemment, la part des protestants, comme vous le verrez sur le deuxième graphique à l'écran, a diminué.
pour laisser place aux athées et au catholicisme qui est croissant, qui vient de la partie hispanique. Pardon. Donc on a une transformation des États-Unis qui est assez importante. Bon, vous vous rendez bien compte qu'un pays qui a doublé de population ne peut pas rester monolithique et donc doit évoluer. Mais cela importe aussi un grand changement qui est assez nouveau au sein du Parti républicain lui-même, le parti étant au pouvoir actuellement. Et nous avons des illustrations de ces grandes tendances. Certes, le Republican National Committee déclare encore une fois en février 2024, son soutien inconditionnel à Israël. On remarquera aussi assez simplement que l'interventionnisme trumpien illustré par sa représentation à la Knesset montre un investissement toujours important de la droite américaine pour les Israéliens. On a néanmoins des conflits extrêmement importants au sein du parti et dans la sphère médiatique, ce que je vais illustrer après, entre les néoconservateurs qui sont extrêmement pro-israéliens, de façon très stricte, néoconservateurs qui sont à droite, mais on remarquera par exemple que Dick Cheney et notre ami George Bush Jr. Auront apporté leur soutien aux démocrates, à Kamala Harris. Donc on voit que les néoconservateurs sont assez mobiles. Néanmoins, ils ont leur place dans l'administration, notamment à travers Marco Rubio. Et donc on a une conflictualité tout à fait réelle. Selon les études de Progress Week, de l'INSS, qui est un think tank, on remarque qu'au sein du parti, et notamment dans la base militante, mais aussi au sein des cadres, nous avons, selon un sondage de Progress Week, plus de 50% des membres de moins de 50 ans ont une vision négative d'Israël, ce qui est assez important. On reste sur une base stable au niveau des évangélistes républicains, qui reste à 77% complètement pro-israélienne. Tout interventionnisme inconditionnel est tout à fait acceptable, même si, bon, évidemment, les évangélistes reculent. Et une étude plus profonde de l'INSS montre que de nombreux élus républicains tentent à critiquer le soutien américain et critiquer la place de l'EPAC. Sur le plan concret, on remarquera qu'en 2023, le Congrès aura des difficultés à discuter non seulement de l'Ukraine, mais aussi d'Israël, vu la place que prennent progressivement les non-interventionnistes, qui prônent justement l'isolationnisme, la non-intervention. En juillet 2025, un sondage du Chicago Council of Global Affairs montrera que parmi les républicains, il y a vraiment un recul de l'homogénéité. Et par exemple, une idée qui était absolument réfutée est devenue acceptable, la reconnaissance d'un État palestinien et une opposition aux activités israéliennes. Donc on a des tensions quand même assez fortes. Donc on a une gauche américaine qui est déclarativement, en tout cas, pro-palestinienne, et au sein de la droite américaine, nous avons aussi une scission, même si aucunement rien ne nous permet de penser qu'il y aurait un rapprochement entre les deux camps. En tout cas, l'idée peut-être la plus simple, c'est d'investir moins à l'étranger et d'éviter l'interventionnisme de manière générale. L'élément qui a été l'enclencheur aujourd'hui, que ce soit sur Twitter, que ce soit au sein du parti ou dans l'espace médiatique de droite, est le débat entre Nick Fuentes et Tucker Carlson. Bon, Tucker Carlson est une personnalité assez connue à droite qui, grâce à Elon Musk, a une des plus grosses plateformes Internet existantes. Et Nick Fuentes est un petit nouveau, mais qui semble incarner le cri des nouvelles générations. C'est quelqu'un d'extrêmement sulfureux, excessivement sulfureux, qui a hurlé sa fascination pour Staline et Hitler. Charmant. Celui qui trouvera le pont entre l'appréciation de ces deux personnalités m'appelle et mettez en commentaire si vous y comprenez quelque chose. Je ne suis pas certain de moi-même y comprendre quelque chose, mais c'est une personnalité sulfureuse qui, à mon avis, est plutôt la fougue de la jeunesse et comme je le disais précédemment, une réponse au wokisme, une certaine politique identitaire. La fougue, la connerie de la jeunesse, oui.
Et Staline avait une très belle moustache. Et Hitler aussi. Ça s'arrête là. Et Euh, effectivement. Étant donné que la moustache est à la mode de nouveau, on peut s'interroger. Alors, quelles sont les figures au sein de la politique américaine qui se positionnent sur ce débat? On a Mitch McConnell, le chef de file du Sénat, qui a un très beau double menton, qui est un soutien absolument inconditionnel. Il est connu pour prendre des positions extrêmement agressives contre quiconque porterait un gramme de critique envers Israël. Lindsey Graham, aussi, abandonner Israël, il dit abandonner Israël reviendra à abandonner nos propres valeurs, donc on reste sur la politique, la géopolitique libérale, donc le débat des valeurs. C'est un proche du lobby israélien et de l'EPAC, c'est reconnu, financé. On a Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l'ONU, qui vient clairement défendre les intérêts de la droite évangéliste, donc c'est une position tout à fait religieuse, qui déclare encore récemment Israël est le bastion de la civilisation occidentale. Mike Pence, ancien vice-président soutien total de Netanyahu et proche, soulignera en public que Israël accomplira la promesse biblique, ce qui, pour un Européen, est peut-être un peu troublant. Ron DeSantis, un personnage un peu plus ambigu parce que pour des raisons assez multiples, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, gouverneur de Floride, souligne aussi pour des raisons électorales, soulignera son soutien à Israël. Et on a l'EPAC et le QFI, dont notamment on a une très belle image ici d'un des représentants qui attaquera de façon extrêmement brutale, car ce que j'oublie de dire, c'est que le ton monte de façon extrêmement importante. C'est peut-être le corollaire négatif de la liberté d'expression à l'américaine et de la liberté offerte par Elon Musk sur les réseaux. Ces gens s'insultent quotidiennement en appelant à des morts mutuelles. On a donc un camp, comme je viens de montrer, les camps plutôt pro-israéliens, plutôt du côté néoconservateur et lié à l'appareil militaire. Et de l'autre côté, on a Trump, Vance, Ron Paul, Marjorie Taylor Greene, qui, elles, sont des personnalités plus ambiguës pour Trump. On comprend très bien pourquoi, parce que c'est avant tout un politicien qui navigue un pays assez complexe. Et Tucker Carlson et les espaces médiatiques qui se confrontent. Et actuellement, encore maintenant, je suis sûr que si vous vous connectez, nous avons une guerre ouverte, absolument. Je pense que le niveau de violence verbale atteint par les sénateurs, les représentants politiques, les équivalents de ministres sur Twitter relève du jamais vu. Et je crois qu'il est important de souligner le sujet. Tout vient quand même de cette interview entre Carlson qui lui-même fait une campagne absolument brutale pour le désengagement américain de toute forme d'attaque étrangère. Il s'est positionné contre la guerre en Ukraine. Il s'est positionné contre l'interventionnisme potentiel au Venezuela. Il s'est positionné contre l'intervention ou les dons, ou le soutien à la politique israélienne. Et ça me semblait assez important. Donc, je crois avoir bien pu resynthétiser l'évolution démographique, ce qui fait que l'électorat change d'intérêt. Il est certain que pour quelqu'un d'origine cubaine, la question israélienne est peut-être moins importante que pour un évangéliste qui est persuadé que la fin des temps arrivera quand Netanyahou aura fini le travail, pour le dire brutalement. Et nous voyons donc un gros shift. Et c'est un shift que je me suis permis d'insister à souligner, parce que c'est parfaitement nouveau dans la politique américaine. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop emmerdant. Mettez-nous vos commentaires, essayez de nous dire ce que vous en pensez. Nous débattons de ça sur le Discord aussi, donc rejoignez-nous sur Discord. Noah, est-ce que c'était bien? Qu'est-ce que tu en penses? C'était un long tunnel, mais tu as effectivement bien résumé la situation. Le souci principal, en fait, pour au moins le cas de Trump, c'est quelles que soient les véritables positions du personnage, c'est lui qui a l'essentiel du pouvoir exécutif. Et alors je pense qu'il est plutôt orienté populiste que néoconservateur, mais comme tu l'as dit, il y a des néoconservateurs autour de lui qui, du fait des jeux d'influence, lui forcent plus ou moins la main pour maintenir l'alliance israélienne.
Bon, je dis pas qu'il devrait la retirer ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est la réalité qui est comme ça. Alors que lui, peut-être qu'il aurait une position plus nuancée, je ne sais pas. En tout cas, il le montre pas, si jamais il l'a. Mais tu as vu qu'il a pas forcément envie de trop se mouiller, mais il doit avoir des affinités là-dessus. Donc Bon, le personnage est ambigu. Moi, je ne défendrai pas Trump là-dessus. On remarquera qu'il se laisse aussi influencer par qui il a envie selon les intérêts du moment. C'est quelqu'un d'assez mobile. Pour rester positif, peut-être plutôt chaotique et désorganisé sous d'autres aspects. C'est quelqu'un qui a quand même été, pour sa première élection, devant l'AIPAC et a dit « Vous ne m'aimez pas parce que je ne veux pas votre argent », en soulignant le poids un peu négatif de l'institution et de son lobby, du lobby sur la politique américaine, ce qui était assez brutal et mal vu à l'époque, qui, pourtant, depuis son deuxième mandat, a des positions de défense d'Israël tout à fait strictes, à mon sens. Quelles que soient les prises de position verbales, la concrétude de son action était plutôt de défendre Netanyahou. On rappelle que de façon fine, je ne sais pas, mais voilà. On rappelle que c'est sous son premier mandat que l'ambassade états-unienne a été déplacée de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant de fait Jérusalem comme la capitale d'Israël. Oui. Voilà. On soulignera les liens de son beau-fils, de sa fille, avec Jared Kushner, qui est un proche affiché de Netanyahou. Donc des liens familiaux indirects le lient à Netanyahou. Donc c'est assez intéressant, je trouve, parce que c'est une illustration je crois, d'un véritable changement dans l'identité américaine, à mon sens. C'est pour ça que j'ai été aussi loin. C'est nouveau. Tu es peut-être un peu plus jeune. Moi, gamin, Israël, États-Unis, c'était le lien ultime. Ça paraissait impossible d'avoir une quelconque bisbille ou un quelconque éloignement. Assurément, oui. Mais du fait des évolutions démographiques, mais aussi, il faut le dire, des politiques israéliennes, que ce soit des politiques, surtout des politiques étrangères. On va considérer que Gaza et la Palestine, ça relève de la politique étrangère pour Israël, mais aussi les interventions au Liban, en Syrie et tout ça. Israël s'antagonise de plus en plus de monde, participant à un jeu très dangereux qui alimente les frontières floues, parce que Netanyahou a tendance à labelliser quiconque critiquerait la politique d'Israël d'antisémite. Sauf que de fait, il brouille les frontières entre antisémites, antisionistes et opposants à la politique israélienne, ce qui ne sont absolument pas les mêmes choses. Et il en est grandement responsable. Oui, je pense aussi que les tenants d'Israël payent la brutalité de leur non-participation au débat. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, Avril Devigne, aujourd'hui est un des tenants, un défenseur d'Israël incroyablement brutal, mais qui insulte tout le monde. Et on voit que, au lieu de débattre, au lieu d'expliquer éventuellement les intérêts américains, la légitimité d'une telle proximité, on est tout de suite à l'insulte et au qualificatif d'antisémite. Ce qui est une facilité, mais qui pose problème, à mon avis, et qui coûtera cher à moyen long terme aux défenseurs israéliens. C'est la carte magique fasciste, mais pour le côté israélien. Oui, mais ça pose problème parce que je pense que l'Américain pourrait être convaincu au lieu d'être insulté. Bien sûr. Enfin voilà, c'est un sujet assez lourd, assez complexe, mais je crois qu'il faut le noter comme un changement d'époque. Il est possible aussi que Israël paye ses excès, de façon, tu l'as très bien dit. Je crois que, certes, le 7 octobre a été une atrocité, mais 100 000 morts en face. Je crois que c'est environ 120 000 pertes et pas morts. Donc, c'est-à-dire, c'est morts, blessés et disparus. Il me semble qu'on était sur environ 20 000 morts, ce qui reste énorme. Mais il me semble que c'était ça les chiffres. Je sais pas. En tout cas, c'est 300 morts. C'est beaucoup. Moins de 500 morts et une réaction, un niveau de destruction, un déchaînement extrêmement important qui a choqué la planète entière, je pense sincèrement. Surtout à l'ère des réseaux sociaux et du format court. Malheureusement, on a tous vu des enfants en petits morceaux, en petits cubes, donc oui, c'est un petit peu choquant.
Je Bon, crois qu'Israël a vraiment perdu énormément en crédibilité et en ah oui, soutien de par le monde. Voilà. sûrement. Donc, conclusion, ne pas transformer les enfants en Rubik's Cube, c'est bon pour la politique. Restons du côté atlantique, restons du côté américain. Nous avons le plus long shutdown de l'histoire. Nous avons un shutdown qui a commencé le 1er octobre et qui vient de se finir après 43 jours le 12 novembre 2025. Nous avons non seulement la radicalité des conflits gauche-droite qui sont tout l'Occident, hein, je veux dire, quand on voit l'Assemblée française, on n'y voit pas grande différence, mais donc nous avions une gauche qui insistait pour de la redistribution, une droite qui ne voulait pas céder, et nous avons eu, spécifiquement en parlant de redistribution, c'est dit Affordable Care Act, le ACA, un crédit d'impôt aux assurances, car se soigner aux États-Unis est extrêmement cher et passe principalement par les assurances. Et nous avons une partie des démocrates qui ont cédé à Trump contre on ne sait pas trop quoi et qui ont débloqué la situation au désarroi absolument total des démocrates qui sont dépités. Qu'en penses-tu, Noah? Bah, j'ai pas énormément de choses à dire. Alors, je préciserai quand même que la durée du shutdown a été de 43 jours, donc c'est effectivement le plus long jamais enregistré dans l'histoire états-unienne. Un shutdown, c'est quand en fait le gouvernement fédéral cesse de payer ses administrations parce qu'il n'y a pas de budget de voter. Et en France, ça peut difficilement arriver parce qu'on reconduit le budget d'année précédente. Et sinon, ça amène à la guerre civile. les fonctionnaires se révoltent. Mais aux États-Unis, c'est assez fréquent qu'il y ait, fréquent, quand il y a des situations de blocage, il y a des shutdowns de plusieurs jours qui arrivent. Et là, effectivement, la situation s'est débloquée avec des accords qui ont été passés. Et des tentatives de négociation effectivement autour de ce que l'on a appelé en Europe, nous, l'Obamacare, hein, qui est l'Affordable Health Act. Oui, c'est Health ou... Ouais. Oui, c'est Health. Mm. ACA. Ouais. Et, Care, pardon. oui, Care, voilà. Et donc, on arrive enfin au déblocage de cette situation. Les États-Unis devraient a priori avoir un budget, même si, de ce que j'ai cru comprendre, on n'a pas d'augmentation des budgets militaires, contrairement à ce que Donald Trump avait prévu à la base dans, je le rappelle, son Big Beautiful Deal. Enfin, Bill, pardon, le triple B. Moi, j'ai un avis là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penseras. Je crois que l'administration Trump s'est un petit peu emballée sur l'évolution du budget, en voulant le passer à 900 milliards, je crois. Je crois que la réalité du terrain ukrainien et la récente démonstration des orichniks et du matériel russe en général a peut-être permis à l'administration américaine de comprendre que jeter de l'argent dans des vieilles technologies, entre guillemets, aurait été une perte sèche. En fait. Je crois réellement qu'il est possible, en tout cas, ce n'est pas ce que dit Mersheimer, mais ce que disent certains analystes. Peut-être on commence à comprendre que la guerre ne se fait plus de la même façon. Je rappelle que sur le terrain ukrainien, 50% des gens sont tués par des drones, minimum, et que la guerre a potentiellement beaucoup évolué là-dessus. Que la Chine produit l'équivalent de la flotte anglaise par an. Donc nous avons, je ne suis pas sûr que l'argent soit la solution pour assurer la domination militaire américaine. On a comment dire, on a aussi le fait que l'effort états-unien il est tourné vers la Chine, pas vers la Russie. Donc je suis pas sûr que les événements en Ukraine aient eu tant d'influence que ça. Toujours est-il que technologiquement, j'entends. Oui. Toujours est-il que les perspectives d'augmentation des budgets ont notamment été beaucoup critiquées par Elon Musk. On se souvient, on l'avait traité. Parce que Donald Trump, a priori, devait faire des économies et il avait annoncé des augmentations de budget. Finalement, ça a été bloqué. Les démocrates ne sont pas d'accord. Une partie des républicains non plus. Donc, ça montre quand même que, quoi qu'on en dise,
Les contre-pouvoirs sont là aux États-Unis. Et on a des discours qui vont dans ce sens d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de démocrates, on y viendra, hein, mais il y a des démocrates qui disent les États-Unis, c'est pas Donald Trump, et quand il y aura une alternance, vous allez voir, on va redevenir gentil. Voilà. Rendez-vous aux midterms, mon cher Noah. On verra ce qui va se passer. Ouais. Je prends les paris. Des gens vont me devoir des caisses de champagne. Je suis assez pessimiste pour les midterms, pour les démocrates, ce qui serait un précédent historique, à mon sens. Bon, je ne suis pas Madame Irma, toi non plus. We'll see, comme disent les Américains. En tout cas, voilà, une situation qui se débloque, qui n'a pas fait tellement de bruit, à mon sens, mais qui illustre quand même la grande conflictualité et tous les moyens que les deux parties utilisent pour s'affronter. C'est ça. Il faut aussi l'accord du Sénat, je crois, pour passer certaines choses. Et quand bien même les républicains sont majoritaires au Sénat à une voix, je crois, à un siège, à chaque fois, ça se fait dans de la négociation, c'est pas évident. Non, mais la situation est difficile. Et puis après, la situation macro est difficile. Et puis la situation en interne l'est aussi. Donc, on a effectivement un système qui patine. En parlant de boules puantes, de situations difficiles, nous avons un retour d'un serpent de mer. Rappelons, dans l'affaire Epstein, que c'était une promesse de campagne de Trump avec les dossiers Kennedy, qui ont été les 80 000 pages de dossiers Kennedy ayant été ouvertes. Bon, 80 000 pages, j'imagine que beaucoup de gens sont dessus, mais on n'a pas tout à fait fini de lire, pour le dire poliment. Mais cette promesse de campagne de s'occuper des Epstein Files avait été étouffée. Je cite la représentante de la Maison-Blanche disant « There is nothing in the file ». Il n'y a rien dans le dossier en juillet 2025. Et nous avons on avait eu aussi le nouveau patron du FBI qui a dit non, on s'est trompé, il n'y avait rien, alors qu'il était l'un des principaux partisans du fait qu'il y avait des choses louches et qu'il fallait tout diffuser. À peine suspect. Oui, on remarquera en fait qu'effectivement, à très peu de temps près, le représentant du FBI a dit des choses complètement opposées. Le dossier pue, on va défoncer les démocrates avec, vous allez voir ce que vous allez voir, pour finalement venir à la télévision et dans les podcasts les plus connus pour dire vous n'avez rien compris, ce dossier est tout à fait vide, c'est logique qu'on le ferme. Bon. Et finalement, c'est les démocrates qui l'agitent pour emmerder Trump. Ça a l'air d'être la boule puante qui peut tuer tout le monde dans la politique états-unienne. C'est assez magnifique. Mais justement, moi mon hypothèse, c'est de dire que Trump n'a pas ouvert le file parce que tout le monde tombe, en fait, pour le dire assez clairement. D'où l'étonnement. En fait, je pense que les démocrates sont tellement à la ramasse, parce que moi, je ne suis pas très optimiste pour le Parti démocrate qui est éparpillé façon puzzle, sont tellement à la ramasse qu'ils peuvent utiliser n'importe quoi. Je crois que c'est un peu l'illustration. Donc voilà, dans un mail de 2019 attribué aux New-Yorkais, le 12 novembre, des parlementaires démocrates ont révélé des mails qui souligneraient que Trump savait à propos des filles. Bon, pour moi, soyons lucides, n'importe quelle personne, des A-listers, comme disent les Américains, savait. C'était, à mon avis, de notoriété publique dans certains cénacles. Est-ce qu'il a été se balader sur l'île du tonton Epstein? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que le sujet pose problème et je crois qu'au sein des... Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une dissociété de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonjour à tous, bienvenue aux Esprits Libres, bienvenue devant la Zone Libre, une association qui se veut de faire des hobbies un bien social. Nous utilisons
notre Discord, qui est volubile en information, et nous faisons de notre temps libre une actualité pour vous. Nous faisons un condensé de l'actualité. Aujourd'hui, bonjour Noah, nous Bonsoir. avons Israël dans la politique américaine, le shutdown aux États-Unis et le budget américain, des nouvelles du côté d'Epstein, la COP30, des agitations en Pologne dans le lignage de notre réflexion sur les manifestations portées par la génération Z et une manipulation assez patente de la BBC. Comment vas-tu, Noah? Bien, et toi? Bien, bien, bien. Bon, aujourd'hui, je commence par un sujet extrêmement difficile. C'est un sujet qui demandera un petit peu de concentration parce que des pincettes sont plus que nécessaires. Je veux parler d'Israël et je pense qu'un changement assez massif dans la politique américaine voit le jour. Nous sommes effectivement dans une phase de recomposition. Nous passons d'un monde multipolaire à un monde un monde unipolaire à un monde multipolaire, mais nous avons aussi une société qui a drastiquement changé par les réseaux sociaux, par les modes de faire famille et par la place du travail. Donc la société a fondamentalement changé. Il est certain qu'Internet, vous savez, la position de McLuhan, le canal fait le message. Internet a fondamentalement changé notre rapport à l'information, mais aussi en tant qu'électeur, donc notre façon de voir la politique. Et nous avons sur Twitter, et c'est toujours la difficulté avec Twitter, parce qu'on ne sait pas si ce qui passe sur Twitter a vraiment une consistance réelle, mais en tout cas les politiciens, les militants, les journalistes, tous les participants du pouvoir, entre guillemets, se font des guéguerres sur Twitter. Et une des guéguerres les plus brutales et les plus surprenantes, c'est celle au cœur des États-Unis sur la question d'Israël. Nous savons qu'à l'échelle de la planète, en tout cas en Occident plutôt, la question Israël-Palestine divise et est devenue une polarisation au sein des partis. On a par exemple Tommy Robinson qui se revendique d'Israël et admettant lui-même, n'étant pas particulièrement fervent, mais voulant s'opposer à la gauche, qui est pro-palestinienne. Donc on a une polarisation simplement sur cette base-là. On a en Belgique les partis de droite et en France aussi les partis de droite qui se disent pro-Israël simplement parce qu'ils ne sont pas de gauche. Donc on a une polarisation, ce qui est assez étrange pour un conflit assez lointain. C'est pas nouveau, mais on peut parler de tribalisme particratique en postmodernité pour utiliser une terminologie sociologique. Donc on a déjà un sujet qui traverse tout l'Occident et qui est très particulier, quoi. On a aussi des transformations sociales, c'est-à-dire que la famille a évolué, la société s'est beaucoup dissoute, l'individu prenant beaucoup plus de place. Donc toute cette réorganisation est, à mon avis, un des volets qui explique la place que prend aujourd'hui le conflit israélo-palestinien. On a aussi un des effets paradoxaux de l'identity politics, la politique identitaire, qui au final, en fait, radicalise tout le monde, quoi. C'était d'ailleurs un des arguments d'un sociologue assez connu dont j'ai oublié le nom, qui était de dire, mais vous savez, vous faites de l'identity politics, mais vous risquez de réveiller un peu la brutalité qui a fait le XXe siècle, c'est-à-dire les partis nazis ou fascistes, qui ont réveillé des très très bas instincts. Peut-être Thomas Sowell, ce serait pas surprenant. Voilà, par exemple, un excellent auteur qui développe sur ces points-là. Donc, on a un monde en immense changement. Je rappelle, par exemple, qu'à l'élection de Bush, 25% de l'électorat républicain est évangéliste. L'évangéliste étant particulièrement pro-israélien, ça constituait une représentation assez forte de la place du conflit dans l'identité américaine, en tout cas. C'est-à-dire que la majorité des familles étant encore relativement religieuses, même si c'était déjà en grand déclin, on comprend la force de l'idée. On notera aussi que l'évangélisme, même s'il a décliné aux États-Unis, reste assez fort à l'international. On a des super churches au Congo, qui sont extrêmement massifs. On a un développement de l'évangélisme qui prend des marchés, pour le formuler comme ça, au christianisme en Afrique et en Amérique du Sud de façon extrêmement drastique. Ce qui explique en partie le positionnement du pape François qui essayait de regagner ces marchés-là. Donc on a une complexité, c'est-à-dire qu'un recul de l'évangélisme aux États-Unis, mais une relative croissance de l'évangélisme à l'international.
Bon, pour revenir au sujet de façon assez précise, le 7 octobre a quand même fait beaucoup de bruit. En tout cas, la réaction d'Israël, considérée par beaucoup, en tout cas, ça a changé les perspectives de par le monde. La réaction trop excessive, trop de morts, on a dépassé, si mes souvenirs sont bons, les 100 000 morts en réaction au 7 octobre, ce qui a fait bouger les lignes. On a donc, comme je l'ai dit, un parti démocrate qui est tout à fait pro-palestinien. On a eu des mouvements assez importants dans les universités qui ont été un peu réprimés à tort, à mon avis, parce que c'est la meilleure façon de mettre de l'huile sur le feu, c'est la censure, qui a été réprimée par le pouvoir trumpien. Et on a une illustration de ce pro-palestinisme à travers le nouveau maire de New York, qui incarne justement principalement, qui a été, selon les analystes, principalement élu par son pro-palestinisme, et aussi pour d'autres raisons. Au sein du mouvement MAGA, donc on a une gauche qui s'oppose aux républicains en étant anti-israélienne. Les républicains, eux, au sein du mouvement MAGA, ont eux aussi une fraction, donc une séparation entre les interventionnistes, les America First, les néoconservateurs et les mouvements plutôt trumpiens de base, quoi, au sein des partis républicains et de la base de Trump. Bon, remontons un petit peu dans le temps. Je vais passer sur la démographie pour quand même essayer de comprendre le phénomène. La question israélienne est très sensible, mais il est bon aussi de voir les évolutions sur le temps très long. Nous avons donc l'évolution ethnique des États-Unis entre 1940 et aujourd'hui. Il est important de souligner qu'en 1945, les Américains sont 145 millions. Les Français sont une quarantaine de millions. Et nous avons plus d'un doublement de la population américaine, ce qui est assez impressionnant, hein, en moins d'un siècle, pour passer à plus de 300 millions, là où la population française augmente d'un peu plus de 30%, passe de 40 millions à 68 millions. On a donc une population qui est incroyablement nouvelle, qui a beaucoup évolué. C'est relativement sans précédent. Là où l'Europe de l'Est se vide de sa population, a perdu plus de 20% de sa population, quasi sur toute l'entièreté des pays de l'Est, on a des États-Unis qui ont presque triplé, en tout cas qui ont plus de doublé sur leur population. Et nous avons en 40 une population qui est à presque 90% blanche, avec toujours 10% de noirs, un chiffre qui évoluera assez peu à travers le temps, mais une évolution du nombre d'hispaniques et d'asiatiques. Donc, on a une évolution assez importante, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on est passé donc de presque 90% de blancs à 60% de blancs, avec une population hispanique qui a grandement évolué, ce qui a tendance effectivement à changer l'électorat et donc les enjeux des différents partis, qu'ils soient républicains ou démocrates. Et sur le plan religieux, ce qui est assez important, parce que par exemple l'EPAC, composé à plus de 70% d'évangélistes, eh bien, le recul du protestantisme voit donc le recul du soutien à Israël, car il y a une dimension millénariste, une dimension prophétique, car une partie des évangélistes considèrent que une prophétie, donc, qui est, par exemple, une prophétie qui était importante pour George Bush, qui était que à la fin des temps, Israël se convertirait, gagnerait, s'installerait dans le Grand Israël et se convertirait au christianisme. Donc on a une part messianique, une part religieuse à l'engagement au soutien des États-Unis envers Israël, quoi. Mais, donc, comme je le disais précédemment, la part des protestants, comme vous le verrez sur le deuxième graphique à l'écran, a diminué pour laisser place aux athées et au catholicisme qui est croissant, qui vient de la partie hispanique. Pardon. Donc, on a une transformation des États-Unis qui est assez importante. Bon, vous vous rendez bien compte qu'un pays qui a doublé de population ne peut pas rester monolithique et donc doit évoluer. Mais cela importe aussi un grand changement qui est assez nouveau au sein du Parti républicain lui-même, le parti étant au pouvoir actuellement. Et nous avons des illustrations de ces grandes tendances. Certes, le Republican National Committee
déclare encore une fois en 2024, en février 2024, son soutien inconditionnel à Israël. On remarquera aussi assez simplement que l'interventionnisme trumpien, illustré par sa représentation à la Knesset, montre un investissement toujours important de la droite américaine pour les Israéliens. On a néanmoins des conflits extrêmement importants au sein du parti et dans la sphère médiatique, ce que je vais illustrer après, entre les néoconservateurs, qui sont extrêmement pro-israéliens, de façon très stricte, néoconservateurs, qui sont à droite, mais on remarquera par exemple que Dick Cheney et notre ami George Bush Jr. Auront apporté leur soutien aux démocrates, à Kamala Harris. Donc on voit que les néoconservateurs sont assez mobiles. Néanmoins, ils ont leur place dans l'administration, notamment à travers Marco Rubio. Et donc on a une conflictualité tout à fait réelle. Selon les études de Progress Week, de l'INSS, qui est un think tank, on remarque qu'au sein du parti, et notamment dans la base militante, mais aussi au sein des cadres, nous avons, selon un sondage de Progress Week, plus de 50% des membres de moins de 50 ans ont une vision négative d'Israël, ce qui est assez important. On reste sur une base stable au niveau des évangélistes républicains, qui reste à 77% complètement pro-israélienne. Tout interventionnisme inconditionnel est tout à fait acceptable, même si, bon, évidemment, les évangélistes reculent. Et une étude plus profonde de l'INSS montre que de nombreux élus républicains tentent à critiquer le soutien américain et critiquer la place de l'EPAC. Sur le plan concret, on remarquera qu'en 2023, le Congrès aura des difficultés à discuter non seulement de l'Ukraine, mais aussi d'Israël, vu la place que prennent progressivement les non-interventionnistes, qui prônent justement l'isolationnisme, la non-intervention. En juillet 2025, un sondage du Chicago Council of Global Affairs montrera que parmi les républicains, il y a vraiment un recul de l'homogénéité. Et par exemple, une idée qui était absolument réfutée est devenue acceptable, la reconnaissance d'un État palestinien et une opposition aux activités israéliennes. Donc on a des tensions quand même assez fortes. Donc on a une gauche américaine qui est déclarativement, en tout cas, pro-palestinienne, et au sein de la droite américaine, nous avons aussi une scission, même si aucunement rien ne nous permet de penser qu'il y aurait un rapprochement entre les deux camps. En tout cas, l'idée peut-être la plus simple, c'est d'investir moins à l'étranger et d'éviter l'interventionnisme de manière générale. L'élément qui a été l'enclencheur aujourd'hui, que ce soit sur Twitter, que ce soit au sein du parti ou dans l'espace médiatique de droite, est le débat entre Nick Fuentes et Tucker Carlson. Bon, Tucker Carlson est une personnalité assez connue à droite qui, grâce à Elon Musk, a une des plus grosses plateformes Internet existantes. Et Nick Fuentes est un petit nouveau, mais qui semble incarner le cri des nouvelles générations. C'est quelqu'un d'extrêmement sulfureux, excessivement sulfureux, qui a hurlé sa fascination pour Staline et Hitler. Celui qui trouvera le pont entre l'appréciation de ces deux personnalités m'appelle et mettez en commentaire si vous y comprenez quelque chose. Je ne suis pas certain de moi-même y comprendre quelque chose, mais c'est une personnalité sulfureuse qui, à mon avis, est plutôt la fougue de la jeunesse et comme je le disais précédemment, une réponse au wokisme, une certaine politique identitaire. La fougue, la connerie de la jeunesse, oui. Mais Staline avait une très belle moustache, et Hitler aussi. Ça s'arrête là. Étant donné que la moustache est à la mode de nouveau, on peut s'interroger. Alors, quelles sont les figures au sein de la politique américaine qui se positionne sur ce débat? On a Mitch McConnell, le chef de file du Sénat, qui a un très beau double menton, qui est un soutien absolument inconditionnel. Il est connu pour prendre des positions extrêmement agressives contre quiconque
porterait un gramme de critique envers Israël. Lindsey Graham, aussi, abandonner Israël, il dit abandonner Israël reviendrait à abandonner nos propres valeurs, donc on reste sur la politique, la géopolitique libérale, donc le débat des valeurs. C'est un proche du lobby israélien et de l'EPAC, c'est reconnu, financé. On a Nikki Haley, ancienne ambassadrice de l'ONU, qui vient clairement défendre les intérêts de la droite évangéliste, donc c'est une position tout à fait religieuse, qui déclare encore récemment Israël est le bastion de la civilisation occidentale. Mike Pence, ancien vice-président soutien total de Netanyahu et proche, soulignera en public que Israël accomplira la promesse biblique, ce qui, pour un Européen, est peut-être un peu troublant. Ron DeSantis, un personnage un peu plus ambigu parce que pour des raisons assez multiples, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Gouverneur de Floride, souligne aussi pour des raisons électorales, soulignera son soutien à Israël. Et on a l'EPAC et le QFI, dont notamment on a une très belle image ici d'un des représentants qui attaquera de façon extrêmement brutale, car ce que j'oublie de dire, c'est que le ton monte de façon extrêmement importante. C'est peut-être le corollaire négatif de la liberté d'expression à l'américaine et de la liberté offerte par Elon Musk sur les réseaux. Ces gens s'insultent quotidiennement en appelant à des morts mutuelles. On a donc un camp, comme je viens de montrer, les camps plutôt pro-israéliens, plutôt du côté néoconservateur et lié à l'appareil militaire. Et de l'autre côté, on a Trump, Vance, Ron Paul, Marjorie Taylor Greene, qui, elles, sont des personnalités plus ambiguës pour Trump. On comprend très bien pourquoi, parce que c'est avant tout un politicien qui navigue un pays assez complexe. Et Tucker Carlson et les espaces médiatiques qui se confrontent. Et actuellement, encore maintenant, je suis sûr que si vous vous connectez, nous avons une guerre ouverte, absolument. Je pense que le niveau de violence verbale atteint par les sénateurs, les représentants politiques, les équivalents de ministres sur Twitter relève du jamais vu. Et je crois qu'il est important de souligner le sujet. Tout vient quand même de cette interview entre Carlson qui lui-même fait une campagne absolument brutale pour le désengagement américain de toute forme d'attaque étrangère. Il s'est positionné contre la guerre en Ukraine. Il s'est positionné contre l'interventionnisme potentiel au Venezuela. Il s'est positionné contre l'intervention ou les dons, ou le soutien à la politique israélienne. Et ça me semblait assez important. Donc, je crois avoir bien pu resynthétiser l'évolution démographique, ce qui fait que l'électorat change d'intérêt. Il est certain que pour quelqu'un d'origine cubaine, la question israélienne est peut-être moins importante que pour un évangéliste qui est persuadé que la fin des temps arrivera quand Netanyahou aura fini le travail, pour le dire brutalement. Et nous voyons donc un gros shift. Et c'est un shift que je me suis permis d'insister à souligner, parce que c'est parfaitement nouveau dans la politique américaine. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop emmerdant. Mettez-nous vos commentaires, essayez de nous dire ce que vous en pensez. Nous débattons de ça sur le Discord aussi, donc rejoignez-nous sur Discord. Noah, est-ce que c'était bien? Qu'est-ce que tu en penses? C'était un long tunnel, mais tu as effectivement bien résumé la situation. Le souci principal, en fait, pour au moins le cas de Trump, c'est quelles que soient les véritables positions du personnage, c'est lui qui a l'essentiel du pouvoir exécutif. Et alors je pense qu'il est plutôt orienté populiste que néoconservateur, mais comme tu l'as dit, il y a des néoconservateurs autour de lui qui, du fait des jeux d'influence, lui forcent plus ou moins la main pour maintenir l'alliance israélienne. Bon, je dis pas qu'il devrait la retirer ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est la réalité qui est comme ça. Alors que lui, peut-être qu'il aurait une position plus nuancée, je ne sais pas. En tout cas, il le montre pas, si jamais il l'a. Mais m'est avis qu'il a pas forcément envie de trop se mouiller, mais il doit avoir des affinités là-dessus. Donc Bon, le personnage est ambigu. Moi, je ne défendrai pas Trump là-dessus. On remarquera qu'il se laisse aussi influencer par qui il a envie selon les intérêts du moment. C'est quelqu'un d'assez mobile. Pour rester positif,
peut-être plutôt chaotique et désorganisé sous d'autres aspects. C'est quelqu'un qui a quand même été, pour sa première élection, devant l'AIPAC et a dit « Vous ne m'aimez pas parce que je ne veux pas votre argent », en soulignant le poids un peu négatif de l'institution et de son lobby, du lobby sur la politique américaine, ce qui était assez brutal et mal vu à l'époque, qui, pourtant, depuis son deuxième mandat, a des positions de défense d'Israël tout à fait strictes, à mon sens. Quelles que soient les prises de position verbales, la concrétude de son action était plutôt de défendre Netanyahou. On rappelle que de façon fine, je ne sais pas, mais voilà. On rappelle que c'est sous son premier mandat que l'ambassade états-unienne a été déplacée de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant de fait Jérusalem comme la capitale d'Israël. Oui. Voilà. On soulignera les liens de son beau-fils, de sa fille, avec Jared Kushner, qui est un proche affiché de Netanyahou. Donc des liens familiaux indirects le lient à Netanyahou. Donc c'est assez intéressant, je trouve, parce que c'est une illustration je crois, d'un véritable changement dans l'identité américaine, à mon sens. Hein. C'est pour ça que j'ai été aussi loin. C'est nouveau. Tu es peut-être un peu plus jeune. Moi, gamin, Israël, États-Unis, c'était le lien ultime. Ça paraissait impossible d'avoir une quelconque bisbille ou un quelconque éloignement. Assurément, oui. Mais du fait des évolutions démographiques, mais aussi, il faut le dire, des politiques israéliennes, que ce soit des politiques, surtout des politiques étrangères. On va considérer que Gaza et la Palestine, ça relève de la politique étrangère pour Israël, mais aussi les interventions au Liban, en Syrie et tout ça. Israël s'antagonise de plus en plus de monde, participant à un jeu très dangereux qui alimente les frontières floues, parce que Netanyahou a tendance à labelliser quiconque critiquerait la politique d'Israël d'antisémite. Sauf que de fait, il brouille les frontières entre antisémites, antisionistes et opposants à la politique israélienne, ce qui ne sont absolument pas les mêmes choses. Et il en est grandement responsable. Oui, je pense aussi que les tenants d'Israël payent la brutalité de leur non-participation au débat. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, Avril Devigne, aujourd'hui est un des tenants, un défenseur d'Israël incroyablement brutal, mais qui insulte tout le monde. Et on voit que, au lieu de débattre, au lieu d'expliquer éventuellement les intérêts américains, la légitimité d'une telle proximité, on est tout de suite à l'insulte et au qualificatif d'antisémite. Ce qui est une facilité, mais qui pose problème, à mon avis, et qui coûtera cher à moyen long terme aux défenseurs israéliens. C'est la carte magique fasciste, mais pour le côté israélien. Oui, mais ça pose problème parce que je pense que l'Américain pourrait être convaincu au lieu d'être insulté. Bien sûr. Enfin voilà, c'est un sujet assez lourd, assez complexe, mais je crois qu'il faut le noter comme un changement d'époque. Il est possible aussi que Israël paye ses excès, de façon, tu l'as très bien dit. Je crois que, certes, le 7 octobre a été une atrocité, mais 100 000 morts en face. Je crois que c'est environ 120 000 pertes et pas morts. Donc, c'est-à-dire, c'est morts, blessés et disparus. Il me semble qu'on était sur environ 20 000 morts, ce qui reste énorme. Mais il me semble que c'était ça les chiffres. Je sais pas. En tout cas, c'est 300 morts. C'est peut-être moins de 500 morts et une réaction, un niveau de destruction, un déchaînement extrêmement important qui a choqué la planète entière, je pense sincèrement. Surtout à l'ère des réseaux sociaux et du format court. Malheureusement, on a tous vu des enfants en petits morceaux, en petits cubes, donc oui, c'est un petit peu choquant. Je crois qu'Israël a vraiment perdu énormément en crédibilité, en soutien de par le monde. Voilà. Donc, conclusion, ne pas transformer les enfants en Rubik's Cube, c'est bon pour la politique. Restons du côté atlantique, restons du côté américain. Nous avons le plus long shutdown de l'histoire. Nous avons un shutdown qui a commencé le 1er octobre et qui vient de se finir après 43 jours le 12 novembre 2025.
nous avons non seulement la radicalité des conflits gauche-droite qui se dans tout l'Occident, hein, je veux dire, quand on voit l'Assemblée française, on n'y voit pas grande différence, mais donc nous avions une gauche qui insistait pour de la redistribution, une droite qui ne voulait pas céder, et nous avons eu, spécifiquement en parlant de redistribution, c'est dit Affordable Care Act, le ACA, un crédit d'impôt aux assurances, car se soigner aux États-Unis est extrêmement cher et passe principalement par les assurances. Et nous avons une partie des démocrates qui ont cédé à Trump contre on ne sait pas trop quoi et qui ont débloqué la situation au désarroi absolument total des démocrates qui sont dépités. Qu'en penses-tu, Noah? Bah, j'ai pas énormément de choses à dire. Alors, je préciserai quand même que la durée du shutdown a été de 43 jours, donc c'est effectivement le plus long jamais enregistré dans l'histoire états-unienne. Un shutdown, c'est quand en fait le gouvernement fédéral cesse de payer ses administrations parce qu'il n'y a pas de budget de voter. Et en France, ça peut difficilement arriver parce qu'on reconduit le budget d'année précédente. Et sinon, ça amène à la guerre civile. les fonctionnaires se révoltent. Mais aux États-Unis, c'est assez fréquent qu'il y ait, fréquent, quand il y a des situations de blocage, il y a des shutdowns de plusieurs jours qui arrivent. Et là, effectivement, la situation s'est débloquée avec des accords qui ont été passés. Et des tentatives de négociation effectivement autour de ce que l'on a appelé en Europe, nous, l'Obamacare, hein, qui est l'Affordable Health Act. Oui, c'est Health ou... Ouais. Oui, c'est Health. Mm. ACA. Ouais. Et, Care, pardon. Oui, Care, voilà. Et donc, on arrive enfin au déblocage de cette situation. Les États-Unis devraient a priori avoir un budget, même si, de ce que j'ai cru comprendre, on n'a pas d'augmentation des budgets militaires, contrairement à ce que Donald Trump avait prévu à la base dans, je le rappelle, son Big Beautiful Deal. Enfin, Bill, pardon, le triple B. Moi, j'ai un avis là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penseras. Je crois que l'administration Trump s'est un petit peu emballée sur l'évolution du budget, en voulant le passer à 900 milliards, je crois. Je crois que la réalité du terrain ukrainien et la récente démonstration des orichniks et du matériel russe en général a peut-être permis à l'administration américaine de comprendre que jeter de l'argent dans des vieilles technologies, entre guillemets, aurait été une perte sèche. En fait. Je crois réellement qu'il est possible, en tout cas, ce n'est pas ce que dit Mersheimer, mais ce que disent certains analystes, peut-être on commence à comprendre que la guerre ne se fait plus de la même façon. Je rappelle que sur le terrain ukrainien, 50% des gens sont tués par des drones, minimum, et que la guerre a potentiellement beaucoup évolué là-dessus. Que la Chine produit l'équivalent de la flotte anglaise par an. Donc nous avons, je ne suis pas sûr que l'argent soit la solution pour assurer la domination militaire américaine. On a... comment dire, on a aussi le fait que l'effort états-unien il est tourné vers la Chine, pas vers la Russie. Donc je suis pas sûr que les événements en Ukraine aient eu tant d'influence que ça. Toujours est-il que... Technologiquement, j'entends. Oui. Toujours est-il que les perspectives d'augmentation des budgets ont notamment été beaucoup critiquées par Elon Musk. On se souvient, on l'avait traité. Parce que Donald Trump, a priori, devait faire des économies et il avait annoncé des augmentations de budget. Finalement, ça a été bloqué. Les démocrates ne sont pas d'accord. Une partie des républicains non plus. Donc, ça montre quand même que, quoi qu'on en dise, les contre-pouvoirs sont là aux États-Unis. Et on a des discours qui vont dans ce sens d'ailleurs. Il y a beaucoup de démocrates, on y viendra, hein, mais il y a des démocrates qui disent les États-Unis, c'est pas Donald Trump, et quand il y aura une alternance, vous allez voir, on va redevenir gentil. Voilà. Rendez-vous aux midterms, mon cher Noah. On verra ce qui va se passer. Ouais. Je prends les paris. Des gens vont me devoir des caisses de champagne.
je suis assez pessimiste pour les midterms, pour les démocrates, ce qui serait un précédent historique, à mon sens. Bon, je ne suis pas Madame Irma, toi non plus. We'll see, comme disent les Américains. En tout cas, voilà, une situation qui se débloque, qui n'a pas fait tellement de bruit, à mon sens, mais qui illustre quand même la grande conflictualité et tous les moyens que les deux parties utilisent pour s'affronter. C'est ça. Il faut aussi l'accord du Sénat, je crois, pour passer certaines choses. Et quand bien même les républicains sont majoritaires au Sénat à une voix, je crois, à un siège, à chaque fois, ça se fait dans de la négociation, c'est pas évident. Non, mais la situation est difficile. Et puis après, la situation macro est difficile. Et puis la situation en interne l'est aussi. Donc, on a effectivement un système qui patine. En parlant de boules puantes, de situations difficiles, nous avons un retour d'un serpent de mer. Rappelons, dans l'affaire Epstein, que c'était une promesse de campagne de Trump avec les dossiers Kennedy, qui ont été les 80 000 pages de dossiers Kennedy ayant été ouvertes. Bon, 80 000 pages, j'imagine que beaucoup de gens sont dessus, mais on n'a pas tout à fait fini de lire, pour le dire poliment. Mais cette promesse de campagne de s'occuper des Epstein Files avait été étouffée. Je cite la représentante de la Maison-Blanche disant « There is nothing in the file ». Il n'y a rien dans le dossier en juillet 2025. Et nous avons on avait eu aussi le nouveau patron du FBI qui a dit non, on s'est trompé, il n'y avait rien, alors qu'il était l'un des principaux partisans du fait qu'il y avait des choses louches et qu'il fallait tout diffuser. À peine suspect. Oui, on remarquera en fait qu'effectivement, à très peu de temps près, le représentant du FBI a dit des choses complètement opposées. Le dossier pue, on va défoncer les démocrates avec, vous allez voir ce que vous allez voir, pour finalement venir à la télévision et dans les podcasts les plus connus pour dire vous n'avez rien compris, ce dossier est tout à fait vide, c'est logique qu'on le ferme. Bon. Et finalement, c'est les démocrates qui l'agitent pour emmerder Trump. Ça a l'air d'être la boule puante qui peut tuer tout le monde dans la politique états-unienne. C'est assez magnifique. Mais justement, moi mon hypothèse, c'est de dire que Trump n'a pas ouvert le file parce que tout le monde tombe, en fait, pour le dire assez clairement. D'où l'étonnement. En fait, je pense que les démocrates sont tellement à la ramasse, parce que moi, je ne suis pas très optimiste pour le Parti démocrate qui est éparpillé façon puzzle, sont tellement à la ramasse qu'ils peuvent utiliser n'importe quoi. Je crois que c'est un peu l'illustration. Donc voilà, dans un mail de 2019 attribué aux New-Yorkais, le 12 novembre, des parlementaires démocrates ont révélé des mails qui souligneraient que Trump savait à propos des filles. Bon, pour moi, soyons lucides, n'importe quelle personne, des A-listers, comme disent les Américains, savait. C'était, à mon avis, de notoriété publique dans certains cénacles. Est-ce qu'il a été se balader sur l'île du tonton Epstein? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que le sujet pose problème et je crois qu'au sein des